Bonjour tout le monde et bienvenue dans Rêves sans frontières. Aujourd'hui, on part direction New York où habite mon invité du jour, Alexandre Avomuendo. Si le multiculturalisme était une personne, alors mon invité du jour en serait l'incarnation. Né en France d'une mère gabonaise et d'un père français, il déménage à Houston aux États-Unis à la fin de son adolescence. Dans la chaleur du Texas, il poursuit de brillantes études en finance. Malgré un début de carrière prometteur comme consultant, il décide de changer d'air. On peut même dire qu'il a vécu un changement de climat, car il décide de mettre les voiles en direction du Québec pour faire un MBA en finance. Avec le diplôme en poche, il retourne aux États-Unis, et plus particulièrement dans la capitale de la finance, New York, où il travaille actuellement comme Senior Business Analyst. Après une élection présidentielle mouvementée qui a mis à lumière un pays de plus en plus fragmenté, il va nous raconter comment il a vécu ces événements de l'intérieur. Bonjour Alexandre, Salut, ça va bien? ça va, ça va, ça va. Ouais, pour commencer, j'aime bien demander à l'invité de se décrire en 3 mots. Ah ouais, trois mots. Ok. Euh, 3 mots. trois mots. Opportun, déjà d'un, je pense. Ouais, Bah forcément parce que avec le parcours tel que le mien, bah il y a rien d'écrit quoi. Faut vraiment mhm, pouvoir voir et saisir ces opportunités. Deuxième mot, je dirais empathique. Encore une fois, je pense que mes expériences de vie ont fait que j'ai une capacité à, à m'identifier à beaucoup de situations en fait, assez différentes, et donc je ne rentre pas dans un moule. Donc si tu veux cette capacité vraiment de sentir les choses, de ressentir les choses et de, et de pouvoir empathier avec les autres, c'est quelque chose j'ai remarqué qui est peut-être plus élevé que la norme. Et puis je dirais numéro 3 c'est quelqu'un qui a faim, qui lâche pas l'affaire. Donc je sais pas comment tu utiliserais, je sais pas quel mot tu utiliserais là, mais c'est quelqu'un qui, si tu veux, pour moi la vie affamé. ouais, c'est un marathon. Tu vois, la vie c'est un marathon pour moi. Tu vois, c'est encore une fois parce que bah t'as un parcours différent des autres et que tu rentres pas dans le moule des autres. Et quand je parle des autres, je parle de la norme, hein, généralement parlant. Oui, bien sûr. Euh, bah, on comprend vite que ben ouais, si tu veux, la vie c'est pas une course à 100 mètres, c'est un marathon et on rendra des comptes à la fin de la journée quoi, à la fin de la course. Donc voilà. Tu vois, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais il disait que oui, la vie était un marathon, mais rempli de petits Tout à sprints. fait, ouais. Comme j'ai dit dans l'intro, tu étais né en France, à Poitiers, fin des années 80. Tout à fait, ouais. Comme les grandes divas, on dira pas l'âge, hein, c'est normal. Puis parle-nous un peu de ton enfance en France. Alors l'enfance en France, bah, je vais t'en parler de ce que moi je me rappelle vraiment. Ça a plutôt commencé quand on a déménagé vers Paris. Donc en fait ma mère a travaillé pour Air France. Et donc, on était sur Paris, je devais avoir 5 ans dans ces eaux-là. Donc, c'est là où je commençais à avoir vraiment des souvenirs de mon enfance. On a passé un an au Gabon. Donc, elle a été mutée, elle a travaillé pour Air Gabon, ce qui nous a permis de... Parce que mes parents étaient déjà séparés à cette période-là, ils sont séparés quand je devais avoir 3 4 ans. Et donc, Ok. on est parti au Gabon pour un an. Et après, on est revenu. C'est là on est revenu sur la région de Poitiers, Châtellerault. Ouais. Et ben, écoute, c'était une enfance, honnêtement, qui était divisée entre déjà deux mondes. Ce qui me représente déjà un peu, tu vois, en étant métisse. Mais si tu veux, on a grandi dans les cités HLM, mais j'allais Ouais. dans les écoles privées. Donc ça m'a permis de voir un peu les deux côtés des choses, quoi. D'avoir des amis qui étaient des enfants un peu plus fortunés, un peu plus aisés que moi. Donc, si tu veux, quand tu vas jouer chez eux, quand tu vas en vacances avec eux, et tout ça, ça te permet de voir un certain monde. Et puis, bah, tu avais aussi la réalité, entre guillemets, l'autre réalité qui était la réalité à la maison, où c'était un peu plus difficile de temps en temps, où l'environnement n'était pas forcément aussi sain. Quand je parle d'environnement, je parle de l'environnement du quartier. Ouais, bien Tu sûr. vois. C'était pas non plus ce que c'est aujourd'hui, hein, je vais pas te mentir. Mais c'est vrai qu'avec du recul, bah, tu comprends un peu le pourquoi du comment, pourquoi maman elle a voulu que j'aille dans une école privée plutôt que dans le public du quartier, des choses comme ça. Donc très tôt, en fait, j'ai été exposé à ces deux mondes et très tôt, ça m'a permis de voir, bah, de réaliser que, bah, si tu veux, le monde, c'est pas, où la vie n'est, il n'y a pas qu'une seule façon de voir la vie, quoi.
Est-ce que tu penses justement que, tu sais, le fait d'être dans un quartier puis d'aller à l'école privée, ça t'a, tu sais, de vivre avec les gens qui sont donc avec une meilleure, on va dire, condition de vie, est-ce que justement ça t'a donné ce côté affamé, comme tu disais? Ouais, je pense indirectement au départ, oui, c'est sûr. Bah, parce que étant copain, enfin l'un de mes meilleurs potes d'ailleurs, mon meilleur pote de l'époque, son papa était avocat, donc il était quand même assez aisé, était très connu dans la ville. Et si tu veux, ils m'ont exposé à des situations, je pense que j'aurais peut-être pas vécu si tôt, en fait. Et puis ils m'ont mis dans des conditions qui étaient comme j'étais comme un de leurs fils, quoi, tu vois. Donc très Ouais, tôt, en fait, ils m'ont bercé dans ce milieu-là et je me rappellerai toujours en fait, d'une situation où on jouait au hockey avec eux. Si tu veux, comme par hasard, bah, le hockey, c'est pas un sport de pauvre, hein, c'est quand même. Mais bon, mes parents ont ouais, quand même fait l'effort de pouvoir m'acheter l'équipement. Mais bref, donc on était parti en tournoi. Et en revenant du tournoi, je me rappelle, on s'était posté au McDonald's, c'est parce que le McDonald's en France, si tu veux, c'est quand t'es jeune en plus, c'est un peu c'est quoi c'est super, tu vois, c'est une superbe pause, c'est comment tu dis ça, c'est le mérite, quoi. T'as un McDo, t'es super content. Donc c'était ouais. posé au McDo et il m'a posé une question, il a fait Alex, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand? Je devais avoir, je sais pas, 11 ans, 12 ans. Et je lui ai dit, bah j'aimerais bien être avocat comme vous. Là, ça je me rappelle, j'avais aucune idée forcément, mais si tu veux, c'est déjà ça pour moi, ça impliquait que c'était déjà un modèle. Et je l'oublierai jamais, il m'a regardé dans les yeux, et il m'a dit Alex, je te souhaite vraiment d'y arriver, mais je vais pas te mentir, en France, pour que tu sois avocat, ça va être compliqué. Et puis je pense qu'il faisait référence à beaucoup de choses que je comprenais pas à l'époque, qui étaient la couleur de peau, qui étaient les origines, qui était un monde, tout ça. Donc il a voulu me protéger, Hmm, hein, je comprends. c'était pas méchant du tout. Mais je me rappellerai toujours parce que ça m'a mis, en fait, je pense indirectement, ça m'a mis la puce à l'oreille. En tout cas, moi, c'est ce que j'associe le moment où vraiment, je pense, les choses ont commencé à prendre un peu plus d'ampleur pour moi. C'est vraiment Ok. ce moment où on était assis, il m'a posé cette question. Je pense qu'encore une fois, c'était vraiment pour me mettre un petit coup d'électrochoc, peut-être. Pas parce que je faisais des mauvaises choses, mais parce que voilà, et je pense qu'il avait plus conscience que moi des réalités qui étaient autour de moi, de par bah, là où j'y vais. Et Ouais. puis, bah, Justement, en parlant d'électrochoc, on va aller en 2002. Ça va être une année où tu vas vivre un énorme électrochoc. ouais, C'est votre départ pour Houston, aux États-Unis. Tu avais 16 ouais. ans, tu pars avec ben, ta mère, ton frère, ta sœur. Dis-moi juste là, quand t'es arrivé là-bas, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a frappé en premier? La première chose, c'est les autoroutes. En plus de l'humidité dans l'air. Je vais pas te mentir, les portes de l'aéroport se sont ouvertes, si tu veux. Et forcément, tu viens de France, t'es pas habitué à la clim, donc tu as un petit chandail. Et ben, je suis arrivé en juin, donc en juin à Houston, c'est déjà, il fait 40 plus, une humidité à 90%. Donc si tu veux, les portes se sont ouvertes, j'ai une Oh. bouffée d'air dans la bouche, ça je me rappellerai toujours. Et là, on rentre dans la voiture et on prend l'autoroute. Et ben, en France, l'autoroute, ça se passe comment généralement? Bah, l'autoroute, à part si tu habites à Paris, elle est pas dans la ville, quoi. Puis en général, tu as Non. une autoroute qui passe, tu vois, pas très loin de la ville, mais il faut sortir de la ville. Bah là, tu Hum. as 18 autoroutes et elles sont toutes dans la ville, quoi. Donc je me rappelle de, T'as deux voix aussi. exact, exact. Donc je me rappelle, je regardais, et là je vois déjà, je crois que c'était un pick-up truck, un F450, je me rappelle plus le truc, il avait quatre roues derrière, tu vois, le truc balèze qui passe, un vieux diesel. Boum. Et là on passe d'autoroute en autoroute, et je me dis, c'est quoi ce truc, on est où là? C'est quoi ce machin, tu vois? Et puis en plus de ça, t'as les ramps, tu montes, tu vois, tu changes d'autoroute, enfin, c'est ce qui m'a vraiment surpris dès que je suis arrivé. Et puis après, si tu veux, je vais te passer un peu le premier été, mais le lycée. Alors, premier jour de lycée, je rentre. Et là, c'était un gros lycée. On était quoi, 3000 dans le lycée, tu vois. Et là, je rentre comme dans les films. J'ai mon petit casier, tu vois, chacun a son emploi du temps, tu vas de classe en classe. Et bah, les gens me connaissaient déjà. Je ne sais pas comment ça s'est fait, je ne sais pas qui avait parlé de quoi, mais les gens savaient déjà qu'il y avait un Français dans ce lycée de 3000 personnes, premier jour. Mais après, c'était un événement pour eux d'avoir un Français aussi, peut-être? Alors oui, effectivement, parce que bah, des Français parce qu'en fait c'était un lycée américain, c'est pas un lycée d'échange
Donc des Français français, je pense qu'ils en avaient jamais vu. Puis à l'époque, c'était l'époque des baggy, tu vois. Donc tout le monde était habillé un peu baggy, vêtements larges, tout ça. Moi, j'arrive de France avec mon petit Lacoste, tu vois, ma petite banane Lacoste, tu vois, mes petites TN, mon petit Levi's, tu vois, serré. Si tu veux, tu vois, ça a choqué, quoi. Donc, donc si tu veux, Tu vois bien l'extraterrestre qui rentre là. ah bah ouais. Et puis encore une fois, t'es un black, donc si tu veux, tu rentres vraiment pas dans le moule. Tu rentres ni dans le moule des latinos qui pourraient un peu me ressembler, ni dans le moule des blacks. Donc les gens étaient vraiment, mais c'est quoi ce mec quoi. Donc ça, c'est vraiment les trucs qui m'ont le plus marqué dès le départ. Et puis bah après, en fait, si tu veux, l'assimilation, c'est très très bien fait à Houston. Ça, c'est vraiment un truc. En fait, si tu veux, cette ville, la ville de Houston, c'est une ville qui est habituée en fait à une immigration assez élevée depuis le Vietnam en fait. Hein. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la communauté vietnamienne à Houston, c'est la plus forte aux US Ok. de par la guerre du Vietnam. Et puis bah après ça, t'as forcément la culture. T'as les Latinos qui sont là, t'as les Pakistanais, les Indiens. Donc c'est très cosmopolite. Et donc je trouve qu'ils ont fait un bon job pour assimiler les nouveaux arrivants. Et puis moi j'en ai fait partie. Et honnêtement, 6 mois, un an, ça m'a mis pour vraiment me sentir à l'aise. Ok. Tu sais, je parlais pas non plus anglais de ma boule parce que tu as forcément aussi les différences culturelles. Des blagues que tu vas pas comprendre parce que bah, tu n'as jamais vu le film dont ils font référence, des choses comme ça. Mhm. Mais ouais, au bout de 6 mois, un an, ouais, j'étais intégré, j'avais déjà mon groupe d'amis, tout ça, tout ça. Ouais. Ça, c'est vraiment Puis trop bien. justement, tu disais qu'il y avait beaucoup de Mhm. communautés. Est-ce que c'était des communautés qui se mélangeaient ou c'était vraiment des communautés séparées? Alors, Houston, généralement parlant, c'est mélangé. Tu as Ok. forcément deux, trois petits endroits où bon, c'est un peu plus divisé, on va dire. Mais généralement parlant, tu vas dans un voisinage à Houston et dans le voisinage, tu vas avoir vietnamien, pakistanais, black, africain. Il va y avoir un peu de tout, même au niveau du travail d'ailleurs. Et c'est quand je suis arrivé à New York que c'est là où j'ai été le plus choqué en fait. Je vais pas te mentir. New York, il y a plus de diversité, mais c'est plus divisé. Alors que Ok. Houston, je pense, c'est un peu plus homogène, généralement parlant. Euh, que New York en tout cas. Ouais. Ouais. Tu vois, de prime abord, j'aurais pensé l'inverse justement. Ouais, non, non. Que tu te dis Texas très Ouais. séparé, New York, tu sais, ville plus multiculturelle, puis tu sais, ils ont l'habitude de se mélanger, mais finalement même pas. Non, mais je pense qu'il y a Puis, je pense qu'il y a plusieurs raisons hein, à cela. Déjà, Houston, je pense que l'immigration de Houston est quand même vachement plus récente que celui de New York. ok. Et puis New York, en fait, si tu veux, à l'origine, les divisions étaient peut-être faites de manière volontaire. Euh, mais par la suite, en fait, bah, tu vois, si tu arrives et que tu es français, bah, forcément, tu vas te sentir un peu plus à l'aise si tu es entouré de français, quoi. Ouais. Et donc, c'est un peu comme ça que ça se fait à New York. C'est pas, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le fait de se rapprocher de sa communauté et de rester dans cette communauté-là. Je pense que c'est plus volontaire aujourd'hui à New York parce que bah, New York, c'est quand même une ville assez folle. Ça peut intimider. Et donc, d'avoir ce petit coin de maison je pense que ça aide les gens à être un peu plus sereins. Alors qu'à Houston, dès le départ, déjà, il y a pas, il y a no zoning à Houston, donc tu peux construire comme tu veux, où tu veux. Il n'y a pas de zoning laws, tu vois. Ok. Et donc, je pense que ça aussi, ça a aidé à créer une ville un peu plus homogène. Bien sûr, tu as toujours des quartiers un peu plus riches, des quartiers un peu plus pauvres. Tu as quand même ça à Houston. Mais de manière générale, en fait, j'ai été choqué quand je suis arrivé à New York et que j'ai vu vraiment ces différences assez fortes. Ouais, comparativement à Houston. Pour revenir à tu sais, à ton immigration à toi, euh, pourquoi un départ aux États-Unis? Très simple, bah, ma maman elle est black. Et puis bah, une femme au Ok. foyer black avec 4 enfants, si tu veux, en France ça devenait très difficile. Et, et puis mon beau-père est décédé. Donc si tu veux, une fois que mon beau-père est décédé, bah, il y avait pour elle plus rien en France. Quoi. Elle voulait pas, je pense, repartir dans un cercle ou un... Encore une fois, ça c'est mon hypothèse. Hein. Mais je pense qu'elle voulait pas Oh, oui. retourner dans un cercle qu'elle connaissait déjà. Donc, ils voyageaient souvent en fait aux US. Donc, c'était déjà depuis 98. Hein, c'était le projet. Le projet, c'était, je me rappelle, Ok. c'était les enfants, on va rentrer en France, on va aller aux US.
Mon beau-père travaillait dans le nucléaire et à l'époque, le nucléaire, bon, là, on en reparle vachement plus aux US maintenant, mais à l'époque, le nucléaire, c'était no go. Je veux dire, c'était pas l'énergie de prédilection aux US et donc, bah, c'était un peu difficile pour lui de trouver du travail aux US. Et puis, bah, lors de son décès, si tu veux, ma mère, elle a pris, voilà, elle a pris les enfants. Elle a dit, moi, il est hors de question que je revive ça et let's go, quoi. Alors, elle a vendu cher. Donc, on est parti comme Puis ça. justement, ton processus d'immigration, ça se fait comment? Vous êtes arrivé directement avec la green card? Non, Comment vous êtes arrivé là-bas? on est arrivé galère. On est arrivé en tant qu'immigrant. À l'époque, c'était, à l'époque, avec le passeport français, tu n'avais pas besoin de demander d'ESTA. À l'époque, avec le passeport français, c'était 90 jours automatique. Bon, après, bah, il y avait le 9/11 qui s'est passé, donc les lois ont commencé à changer, si tu veux. Euh, Ok. mais nous, on est arrivé avant que les lois bah, passent, donc ils n'avaient pas encore changé ça. Donc tu pouvais venir avec ton passeport français sans question 90 jours, et puis on est resté, quoi. Et puis à partir de là, si tu veux, le processus immigratoire a commencé un peu plus tard. Mais ouais, on est passé par cette étape où on était illégal sur le territoire. On a passé 90 jours Ok. puis on est passé par cette étape. Maintenant, encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'on pouvait aller à l'école. Donc, Ça, c'est ça qui est fou, c'est que maintenant, c'est plus possible, ouais. mais tu pouvais aller à l'école, puis justement, est-ce qu'il n'y avait pas cette peur au quotidien de se dire, oh, on est illégaux ici? Est-ce que... Je pense que ma mère le ressentait peut-être plus que moi. Moi, j'avais 16 ans, si tu veux, donc c'était quand même des choses qui Non. étaient au-dessus de ma tête. Moi, ce que je voulais faire, c'était tu vois, aller au lycée, voir des potes, découvrir les US, manger des pizzas, tu vas faire un peu ce que j'ai vu à la télé, quoi. Tu vas écouter, tu vois, je veux dire, moi, dans ma tête, c'était un peu plus ça. Tu vois. J'ai vraiment commencé à en prendre conscience quand il fallait aller à l'université. C'est là où cette problématique est devenue un peu plus réelle pour moi, si tu veux. Mais à Houston, tu es entouré de gens qui sont dans cette situation, en fait. Donc non, t'as pas Ok. forcément plus peur que ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas forcément eu plus peur que ça. Maintenant, ma mère, peut-être un peu plus, puisque je pense que quand t'es parent, je pense que ce genre de réflexion, tu l'as peut-être un peu plus que les enfants. Mais moi, de mon point de vue, non. Honnêtement, on est arrivé, on est même arrivé avec mon chien, si tu veux. Donc, hop, 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 je suis sorti de l'aéroport, j'étais au lycée. Je te dis, j'ai commencé à en prendre conscience quand bah, t'es dans ta dernière année et tout le monde te parle de bah, je vais à quelle université, toi, t'en as pas, quoi. C'est vrai que Ouais. là, tu commences à te dire, ok, bah, pourquoi j'en ai pas? Bah, voilà, problématique immigratoire. Donc voilà, tu commences à te poser cette réflexion. En tout cas, ça a été mon expérience, quoi. Puis justement, tu parlais du Mhm. lycée, donc le high school aux États-Unis. C'est, c'est quoi les différences justement entre un lycée français puis un high school aux États-Unis? Alors, au niveau de l'éducation, on va pas se mentir, le lycée français est de loin en avance. Je veux dire, sur Ok. le point de vue littéraire, sur le point de vue mathématique, scientifique, sur le point de vue de la philosophie, enfin, sur le point de vue, enfin, le niveau français du lycée, quand tu sors du niveau français au lycée, je pense que tu as le niveau cégep, donc l'équivalent cégep aux US. Tu vois, tu as déjà bac Ok. plus 2, quoi, ici. Tu sors Ok. du lycée, tu vois, en France. Ok. Euh, là où les États-Unis se rattrapent, c'est les dernières années de l'université, parce qu'il y a énormément de pratiques. C'est pas que de la théorie. C'est-à-dire que Ok. quand tu finis ton bac aux US, donc ton undergrad, comparativement à un étudiant français, l'américain, il est vachement plus prêt, il est prêt au niveau du travail, en fait. Peu importe le job, il est prêt, parce qu'il a déjà eu de l'expérience professionnelle. Que ce soit depuis le lycée, il a travaillé au McDo, bah, c'est un peu comme ça au Canada d'ailleurs, hein, que tu aies travaillé Ouais. un petit job au McDo, ou que tu aies machin truc, et que pendant que tu fais tes études, tu peux bosser un vrai job, hein. C'est là où ils font leur retard. C'est pas sur la partie théorique. La partie théorique, ils sont derrière. Enfin, moi, de ce que j'ai vécu. Mais sur la partie pratique, et puis sur cette philosophie qui est que, ben, tu vois, j'ai le droit de faire des erreurs. C'est normal de faire des erreurs. Ça fait partie de mon Mhm. apprentissage. Tu vois, donc, je vais me lancer. Je vais pas, ça va pas me retenir. Ça, c'est une énorme différence entre ce que je remarque euh, en France et ce que j'ai vécu aux US. Ça, c'est grosse différence. Mentalement, c'est énorme. Puis justement, tu parlais d'université. Tu vas y atterrir Ouais. finalement.
Donc, à l'université de Houston, tu vas faire un bachelor en Ouais. finance. Est-ce que c'était vraiment comme le cliché des universités américaines, comme on peut le voir en France, par exemple? Alors, mon expérience, ça n'a pas été celle-là parce que je bossais à temps plein. Donc Ok, moi je faisais mes cours le soir, donc j'allais taffer et puis je jouais au foot aussi. Donc j'étais dans un club privé, on faisait des compétitions. Donc si tu veux, j'avais un emploi du temps très très chargé. Je faisais 40 heures de taf. Après j'allais à mes cours. Après j'allais m'entraîner. Tu vois, donc c'était très très. Donc j'ai pas eu cette expérience. Moi cette expérience je l'ai eue à Québec. Tu vois cette expérience de on va y revenir sur cette voilà. expérience-là. Mais donc, moi, mon expérience universitaire, ça n'a pas été ça. Moi, mon expérience universitaire, c'était vraiment, écoute, je sais que si je veux monter dans la société indirectement, il faut que j'ai ce diplôme, en fait. Donc, c'est vraiment mon but. Ok, C'était, OK, Alex, c'est bien, tu as un super job parce qu'à l'époque, je travaillais pour AIG. C'est un super job. mhm. Mais je savais que je pouvais faire plus. Et je savais que si tu veux, l'une des barrières qui m'empêchait potentiellement d'aller plus loin, c'était ce diplôme. Donc pour moi, c'était vraiment OK, il faut que j'aille le chercher, quoi. J'ai pas vraiment apprécié enfin, quand je dis apprécier, c'est par rapport à ta question. J'ai pas vraiment apprécié mon expérience universitaire par rapport à, comme tu disais, Ok. par rapport à cette expérience qu'on peut voir à la télé. Moi, ça a été un peu différent. Puis justement, tu parles de la pression, tu sais, d'aller à l'université pour avoir un diplôme, pour pouvoir t'élever socialement. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose aux États-Unis qui est très marquant pour les jeunes Américains? Ouais, je pense, ouais. Encore une fois, quand on parle de la norme, oui. La norme est que il faut absolument obtenir ce diplôme parce que ce diplôme va te permettre, et encore une fois, c'est théoriquement, mais on sait que dans la pratique, c'est pas forcément vrai, mais c'est encore dans les mœurs américains que, effectivement, d'avoir ce diplôme va te permettre d'avoir accès à certains postes, certains jobs qui vont t'ouvrir après les portes du monde de corporate America. Tu vois. C'est encore très Ok. très très présent, même si c'est pas forcément vrai. Enfin, ça a été démontré. Il y a plein de success stories où c'est pas le cas, mais c'est encore très très présent. Oui, absolument. Bah, d'ailleurs, ça se voit de par le succès des universités américaines. Hein, faut pas se voiler la face. Hein. C'est aussi pour ça. C'est parce qu'il y a il y a ce belief, il y a cette croyance que bah voilà, dès que je vais avoir mon diplôme, ça va m'ouvrir les portes de certains jobs. Quoi. Ouais. Puis là, justement, toi, tu commences à travailler. Donc, comme tu disais, tu travaillais déjà pendant tes études, tu continues à travailler. Euh, Puis là, il y a un voyage qui te donne envie un peu de, comme je disais, de changer d'air. Donc, tu pars en vacances au Québec, à Tout à Québec. fait, ouais. Raconte-nous un peu, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage-là? Eh ben écoute, en fait, coïncidence, je sais pas, mais tout part en fait de Houston, c'est-à-dire qu'il y a une communauté en fait africaine à Houston, et c'est par cette communauté que je rencontre Inès. Voilà. Et Inès est une fille métisse québécoise et ivoirienne. Et donc, si tu veux, elle était à l'époque à Houston. Je vais pas non plus. Mais elle était à Houston parce elle avait son mec de l'époque, son chum de l'époque, qui habitait à Houston. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis de Ok. par cela, on s'est liés d'amitié. Et puis elle est rentrée au Canada. Et puis forcément, j'étais un peu curieux, tu vois, commencer à me parler un peu du Québec, tout ça. Et puis en étant français, on a entendu parler un peu du Québec. Bon, pas plus que ça, mais on a entendu. Donc un jour, on m'a fait, bah écoute, quand tu es dispo, si tu veux, tu passes, tu viens faire un tour. Et puis je te montrerai un peu le Canada, enfin surtout Montréal et puis Québec. Ok, no trouble. Et ben je prends mon billet, j'y vais si tu veux. Et la première chose qui marque en arrivant, c'est les noms des villes. C'est que des seins. J'avais pris le bus de Montréal à Québec. Donc, je sais plus par quelle route on est passé. Je pense que c'était la 40. Je me rappelle plus trop. Et puis là, je vois, surtout quand tu te rapproches de Québec, c'est que des noms de ça. Je me dis, attends, mais c'est quoi ce truc là, quand même, impressionnant. Et donc, j'arrive à Québec. Et puis voilà. Et puis, à Mont de Québec, je me rappelle, première poutine à Aston. Voilà, c'est ma Ouais. première poutine à Aston. Et puis bon, elle montre un peu le Québec. Je me rappelle plus trop quel quartier on avait fait, mais, parce que c'est pareil, elle avait pas mal d'amis. Donc je pense que j'étais plutôt resté là où j'étais sur comment ça s'appelle cette section Sainte-Catherine, je crois c'est. Je me rappelle plus trop là où j'habitais là sur Sainte-Catherine, c'est à pardon Montréal. avenue sur avenue bref pas très loin de l'université quoi, dans la zone. Elle habitait dans le coin là-bas et ses amis aussi. Donc je pense que ce que j'avais vu c'était un peu ce quartier-là, parce que je me rappelais pas mal de pentes.
Et la question que je m'étais posée, c'est mais en hiver, comment les gens sortent en fait parce que bah, ça doit glisser. Bref, ça c'était une question bête, mais euh, Ouais, parce qu'il faut comprendre, c'est que Québec est fait genre sur vraiment la haute ville et la basse exact, ville. Puis il y a des vrais côtes quand tu dois descendre. exact, Puis l'hiver, ça, voilà. c'est surprenant les premières fois où tu montes sous la neige. Exact. Et donc, et puis avant la fin du séjour, je me rappelle, elle avait des cours. Et je pense qu'elle me fait, bah viens, on va passer à l'université. J'ai deux trois trucs à faire. Patati patata. Et donc, bon, on arrive à l'université. Elle me montre un peu le campus, elle me montre les souterrains. Et puis elle m'explique un peu aussi bah, les avantages que tu as en tant que Français. Voilà. Donc elle m'expliquait que bah voilà, l'université, si tu veux, offre pas mal d'avantages aux Français francophones, mais plus aux Français d'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, Si tu ouais, ouais, tu as raison. bah voilà, tu peux payer le même prix que les Québécois, patati patata. Donc, en fait, ça m'était resté dans le coin de la tête. Voilà. Et puis, bah, quelques années plus tard, si tu veux, voilà, je commençais un peu de me lasser de mon job et je voulais, si tu voulais, pareil, c'était une décision, c'était OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation, en fait, professionnelle et sociale. Et c'était soit, bah, j'allais dans le quartier général de la boîte pour laquelle je taffais, qui était à Saint-Louis, donc ça me tentait pas du tout. Soit je changeais de boîte, mais là c'était plus un mouvement latéral et donc ça m'intéressait pas non plus. Ou je reprenais des études et je faisais un MBA. Voilà. Donc quand j'ai pris cette décision de faire mon MBA, bah, j'ai regardé les facs et bah, j'ai regardé Laval. Ils avaient un super programme en finance. Ils avaient des super avantages pour les Français et en tant que citoyen américain aussi, et ben, ils travaillaient avec ce qu'on appelle FAFSA, c'est le système d'aide aux bourses américaines. Ouais, Donc en fait, pour moi, c'était le même processus que si j'allais dans une fac aux US. Sauf que bah, c'était dans un environnement qui était pour moi à mi-chemin entre l'Europe et les US. Donc c'était vraiment, en fait, si tu veux, le croisement parfait pour bah, mon parcours personnel. Euh, et donc voilà, ça s'est fait super bien. Et franchement, je n'ai aucun regret, mais vraiment aucun regret. donc, comme tu disais, ben, projet MBA à Québec. Donc, 2016, tu franchis la grande frontière entre les deux pays. Euh, Justement, tu disais ce qui t'a motivé, c'était d'avoir donc les avantages du côté du Canada, de français, puis du côté américain. Euh, Ça a été comment tes premiers pas justement à l'Université Laval en tant qu'étudiant avec la culture américaine et française Et alors justement? c'était une grosse gifle. Je vais pas te mentir, une énorme gifle parce que je m'attendais à ce que le rythme scolaire soit le rythme scolaire américain. Pas du tout. En tout cas, le programme de finance est un programme très renommé à Laval. J'étais pas prêt, je Ouais, vais pas te mentir, j'étais pas prêt. Donc cette première session, si tu veux, c'était catastrophique pour moi. Ça a été un enfer psychologique. Déjà, j'arrive de Houston, je découvre le grand froid, je découvre l'hiver, donc déjà des pressions presque, hein. Pas vraiment, mais tu vois le délire, quoi. Il fait nuit à 3h30, t'en peux plus. Et puis les courses, si tu veux, j'étais pas prêt. Honnêtement, j'étais pas prêt à suivre le rythme. Donc ça a été honnêtement très très difficile cette première session, ça a été un échec. J'ai été voir la responsable hein, du programme et j'ai été lui parler. Une dame que j'adore d'ailleurs. Enfin, franchement, elle a été extraordinaire. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit Alex, t'inquiète, t'es pas le premier. Mais je sais que tu vas y ça va bien arriver. se passer. Ouais, ouais, elle m'a dit ça direct. Elle m'a dit ça direct. Elle m'a dit Alex, t'inquiète, t'es pas le premier. Et puis elle était sportive, donc comme j'étais un peu sportif, franchement, le courant il est super bien passé. Elle m'a fait écoute, là tu vas rentrer à Houston pour tes vacances de Noël. Tu réfléchis, tu me dis ce que tu veux faire. Tu m'envoies un email, tu me dis ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux reprendre le programme ou est-ce que tu veux changer de programme? Peu importe ce que tu choisis, moi je vais t'appuyer et on va changer ton dossier. T'inquiète, il n'y aura pas de trouble, il n'y a pas de souci. Eh ben, je suis rentré à Houston, j'ai fait une semaine ou deux, j'ai réfléchi un peu. J'étais dans le mal. Hein. Quand je dis j'étais dans le mal, tu connais le film Sharknado? Non? Bah, le regarde pas. Il y en a cinq, j'en ai regardé quatre. Et le film, j'étais pas bien, quoi. Psychologiquement, j'étais pas bien. Bref, et voilà, j'ai décidé de reprendre. J'ai fait, tu sais quoi, je lâche pas l'affaire. On reprend le programme, on va y arriver. Et donc, je lui ai envoyé le message, elle m'a appuyé derrière. C'était sous condition, il fallait que je réussisse. Et j'ai réussi. Et ouais, et puis ça s'est bien passé, quoi. Tu prends le coche, et puis après, à la suite de ça, comme j'ai une super relation avec elle, d'ailleurs, elle m'a proposé un poste à l'université. Enfin, c'était super cool. Non, non, donc le début c'était dur, Puis, mais ça a été, quoi. Le début a été dur, mais.
Puis justement, tu sais, on parle de différence, la différence culturelle, c'est entre la France et le Ouais. Québec, tu sais, vu que toi, tu as eu toutes ces cultures-là. Tu sais, on dit souvent que le Québec, c'est un petit bout d'Amérique du Nord francophone. Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme ça ou Tout tu à fait. t'attendais plus à retrouver un côté français? Non, 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 tout à fait. Ce que tu dis, c'est l'erreur que les Français font souvent. Quand ils arrivent au Québec, ils pensent que c'est une extension de la France, ce qui est absolument faux. Oui, il y a une historique, il y a une histoire partagée, c'est vrai. Mais si tu veux, la branche d'arbre elle a poussé et puis elle a pris une autre direction, quoi. Et moi, je me suis senti à l'aise parce que le système de vie est plus proche du système américain qu'il n'est du système français. Donc j'étais quand Ok. même un petit poisson dans l'eau, quoi. Je suis arrivé, fallait avoir une sécurité sociale. Je savais de quoi il parlait. Tu vois, le niveau administratif, il est très similaire. Enfin, donc non, non, j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau, quoi. Et j'ai été très très bien accueilli d'ailleurs aussi par les Québécois parce que bah, justement je comprenais ce système de vie américain. Tu vois. Donc les Ouais. portes m'ont été ouvertes très très tôt par les locaux. Oui, j'ai un accent français, mais une fois qu'ils comprennent en fait mon historique, bah, très vite ils comprennent. Ah ben non, en fait, t'es un Américain, dans le sens Amérique, continent américain. États-Unis. Et puis la vision de Ouais. voir le monde, et puis tu vois, le verre il est toujours à moitié plein, il n'est pas à moitié vide. Tu vois, ce genre de choses en fait font que très très vite en fait j'ai été assimilé avec les gens que j'ai rencontrés. Mais c'est vrai que j'ai vu, de par les autres qui sont les Français qui sont arrivés, qui n'avaient pas compris ce déclic, j'ai vu que c'était un peu plus compliqué pour eux. Ça c'est vrai. Je parle par exemple de Nico. Tu vois, on a Ouais. un pote en commun, Nico. Bah, j'étais son coloc. C'est vrai que je l'ai vu. Donc j'ai essayé de lui donner un peu des tips, tu vois, pour qu'il puisse comprendre un peu plus, pour qu'il s'acclimate en fait au système de vie, pas que québécois, mais américain. Tu vois, pour moi Ouais. c'est l'Amérique en tant que telle, quoi. C'est une bonne porte d'entrée, mais il faut pas se voiler la face. C'est pas une extension de la France. Pas du tout. Pas du tout. Même s'il commence à y avoir de plus en plus de Français, puis tu parlais justement comme à New York où tu arrives à recréer ta communauté puis à vivre qu'avec ta communauté. Tu sais, moi, je suis arrivé maintenant, c'était en 2016, puis ça commençait déjà un peu, mais là, en ce moment, ça se voit vraiment. Tu sais, les gars vont dans les mêmes cafés, vont dans les mêmes épiceries. Il y a des épiceries qui commencent à proposer que des rayons pour les Français. Puis il y a même une explosion des boulangeries, pâtisseries où tu sais, tout le monde peut aller prendre son croissant et son café. Donc c'est quand même impressionnant justement que ça arrive juste à Québec alors que tu sais, c'est une ville francophone puis que les Français justement créent une communauté à l'intérieur d'une ville francophone. Ouais, ouais, ça C'est vraiment c'est. quand même surprenant. Alors dès le départ, en fait, moi, encore une fois, parce que mon historique, moi, tu sais, en général, quand je vais dans un endroit, je suis pas sous visa. Tu vois, moi, quand je suis arrivé à Houston, j'étais pas sous visa, j'ai été immiscé directement avec la population locale. Donc, quand je suis arrivé à Québec, c'était la même chose que j'ai cherché. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais à Québec et pas à Montréal. Parce que je savais qu'à Québec, il y Ouais. avait beaucoup moins de chances que je sois avec des Français. Ben oui. Et avec moins d'internationaux aussi. Parce que si tu enlèves l'Université Laval de Québec, on va pas se mentir, en fait, il y a moins d'internationaux, il y en a beaucoup moins. Et donc, si tu veux, moi, je voulais être avec des locaux, je voulais être avec des Québécois, je voulais pas être avec cette groupe international. Parce que je suis déjà à Houston, et Houston, j'ai tous ces internationaux-là, si tu veux. Donc, ça m'attirait pas. Mhm. Donc, Montréal ne m'attirait pas de ce point de vue-là. Je voulais pas être entouré de mecs qui viennent là-bas. Non, moi, je veux voir le local. Je veux vivre le local, je veux vraiment avoir cette expérience et aller. Et voilà. Et donc, j'ai eu la chance de le vivre à Québec. J'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là à Québec qui m'ont d'ailleurs emmené dans des endroits incroyables comme la Gaspésie. Tu vois, j'ai eu la chance de découvrir la Gaspésie, de découvrir ça avec des locaux. Donc ça, c'était des trucs incroyables. Mais c'est vrai que, ouais, sans Nico, je pense qu'on ne se serait pas rencontrés. Je vais pas te mentir. C'est Parce que voilà, moi j'étais à la fac et puis que je cherchais en fait, ce que je cherchais, c'était ça, c'était des gars plus locaux, quoi. contact humain, l'échange. Ouais, exactement, tu vois. Montre-moi le Québec. Je suis venu à Québec pour voir du Québec. Tu vois, je suis pas venu à Québec. Si je veux voir du français, entre guillemets, je vais à Paris, je vais en France. Tu vois. Et c'est pas méchant, je dis pas ça méchamment, mais c'était mon Non. état d'esprit. C'est toujours mon état d'esprit quand je vais quelque part, quoi.
Tu vois, si je vais à Toulouse, je veux voir du Toulousain, je veux pas voir un Parisien, tu vois. Tu vois un peu le truc, quoi. Si je vais en Gaspésie, c'est pareil, je vais échanger avec ce gars de Gaspésie pour pouvoir un peu comprendre plus comment lui voit son monde, tu vois, comment il voit les choses, parce que ça peut toujours t'enrichir. Bon, comme tu as dit, t'as beaucoup bossé aussi à Québec, même si t'es beaucoup sorti aussi. On passera cette étape-là. 2019, donc tu finis les études, tu réussis ton MBA. Je me souviens de toi encore à la cérémonie de remise. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un aussi fier de lui d'avoir réussi ce travail-là, mais c'est bien d'être fier de soi. Exact, exact. Euh, Là, ben, tu repars donc pour New York. Ouais. Euh, Pourquoi New York? Parce que tu sais, t'aurais pu rester au Québec, aller à Houston, partir en France, partir n'importe où avec un MBA, tu sais, te faire embaucher en Ouais, Asie. tout à fait, ouais. Pourquoi New York? Eh ben, New York, ça s'est fait sans le vouloir. Je vais être honnête. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un ami à moi de Madagascar qui a lui a fini ses études donc 6 mois avant et il avait été embauché dans une boîte de consulting à Montréal. Et donc il savait que j'allais finir mes études et à l'époque cette boîte cherchait à embaucher. Donc il m'a fait Alex, passe-moi ton CV si tu veux, je vais le faire circuler dans ma boîte et on va voir ce que ça donne. Donc ça s'est fait comme ça. Ils m'ont contacté, j'ai passé les entretiens, ça s'est bien passé et au moment de finaliser l'offre, et pardon, ça c'était à Montréal, c'était le bureau de Montréal. Donc lui il travaillait à Montréal. Et j'échange avec cette personne et je sais plus comment on arrive sur le sujet, mais je lui fais comprendre que je suis américain, quoi, j'ai le passeport américain. Et ça a tout changé. C'est là où ils m'ont en fait donné l'offre de New York, parce qu'ils avaient un bureau à New York aussi. Ok. Donc c'est littéralement comme ça que ça s'est fait. À la base, c'était pour un job à Montréal, et puis à la fin, ça s'est fini avec une offre à New York, et donc c'est dur de dire non, quoi. Tu vois. Enfin, Ah oui. tu vois, c'était et j'avais envoyé des CV partout, hein. Et New York, c'était pas. Je voulais aller à Vancouver. J'adore Vancouver. C'est une très très belle ville. Toronto, j'avais envoyé à Montréal forcément. J'avais envoyé à d'autres endroits, même en Asie. C'est vrai que j'avais envoyé. J'ai pas forcément eu de retour. Et puis et puis ça s'est fait comme ça. Donc ils m'ont fait une offre. Et puis tu sors des études avec. Je vais donner l'ordre du salaire. C'était 80 000 à l'époque US. Il m'avait offert 80 000 pour le job à New York. Donc tu sors des études, on t'offre ça, tu es super content. Ouais. Puis tu te dis, bah putain, en plus ça va me permet d'être à New York, why not, tu vois. Je peux pas dire non, quoi. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Le fantasme de New York. Bah c'est comme ça que ça s'est fait. Après tu te rends compte que bah t'étais sous-payé, quoi. Ouais, parce que 80 000 à Manhattan, Tu vis pas. Ah bah tu non. dors au troisième Ah sous-sol. bah non, bah non, mais après c'est bon, c'est le indirectement c'est triste, mais c'est un peu le game, tu vois. C'est bon, tu prends le coche très vite, hein. Une fois que t'es arrivé, tu te rends compte très très vite, donc tu changes de job, enfin tu t'organises. Mais pour moi Ah c'était oui. voilà, c'était la porte qui m'a permis d'arriver à New York, si tu veux, et me mettre dans des bonnes conditions. Donc j'en suis quand même très reconnaissant, hein. Je dis juste qu'ils bon, ils me sous-payaient, mais ça a quand même été une expérience importante. Et puis ça m'a permis surtout, je ne sais pas si tu vois ça, mais ça m'a permis surtout de travailler pour la première fois de ma vie en France. Parce que Oui, oui, parce qu'après, c'est ça. Tu vas partir après en France. voilà, exactement à la suite d'une mission avec cette compagnie-là, j'ai passé ce qui devait être la base de moi, j'ai passé 8 mois en France. Donc ça m'a permis pour la première fois de travailler en France, être un expat en France, qui était quand même assez marrant. Ouais, donc non, franchement c'était top. Ça a été 2 années plus difficiles quand même. Sur le point de vue professionnel, pas forcément sur le job lui-même, mais sur tout ce qui va avec. Les relations avec les gens, les political games qui se passent dans les compagnies, les machins, les trucs comme ça. Mais voilà, j'ai appris pas mal puis voilà, et puis on roule sa bosse et aujourd'hui je suis dans une meilleure situation, quoi. Puis justement, tu sais, on reviendra après sur la petite partie France, mais New York, tu sais, la première fois où tu mets les pieds, tu sais, toi, le petit gars de France qui est allé à Houston, qui revient du Canada, Ouais. tu sais, dans cette ville, tu sais, qu'on dit que c'est la ville qui dort jamais. Tu sais, comment tu t'es senti? Est-ce que tu as senti l'énergie? Est-ce que tu t'es senti comme un peu étouffé? Non, non, non. Je pense que moi, ce qui m'a préparé, en fait, alors oui, tu peux te sentir étouffé, mais
avec mon parcours, je t'avoue que j'étais quand même pas mal équipé, quoi, tu vois. C'est pas la première fois que je déménage, c'est pas la première fois que je fais face à des situations qui me sont inconnues. Donc non, j'étais quand même assez équipé. Euh, une petite histoire, c'est bah, chercher un appart à New York, c'est pas comme chercher un appart à Québec, si tu veux. Donc moi qui arrivais avec mon innocence de Québec, je pensais que j'allais trouver un super appartement avec une superbe vue et tout ça pour un prix assez dérisoire, si tu veux. J'ai j'ai vite compris que ça allait pas se faire. Ça a été le premier choc. Mais sinon, à part ça, non, franchement, c'était ouais, comme tu dis, en fait, tu ressens l'énergie. Mais si tu sais la canaliser, c'est bien, en fait, c'est super. Vraiment, ça te permet de faire des choses que tu n'aurais peut-être pas pu faire dans d'autres endroits. Et puis surtout, ça te permet de sortir le meilleur de soi, quoi, parce que tu es en compétition permanente ici. Enfin, le prochain mec qui veut mon job, entre guillemets, il vient d'atterrir il y a 2 heures, tu vois, à l'aéroport, quoi. Ouais. Donc tu le sens quand même, ça. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'à New York, il y a beaucoup de médiocres. De médiocre? Voilà, exact. Des super bons, Ah ouais. ils sont là, hein, mais il n'y en a pas des masses. Il y a la plupart, c'est comme des restaurants ici. Des restaurants, il y en a énormément, mais des bons, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, tu me comprends. Donc c'est un peu. Pourtant, on en parle, c'est comme la mecque de la finance, puis Ah oui, bah oui, parce que t'as des mecs extra, et c'est toujours ceux-là qu'on met en avant. Mais à ok. part ces gens-là, le reste, c'est médiocre en fait. Donc tu réalises que, par exemple, moi, avec ce que j'ai appris à Laval, eh ben voilà, cette petite université de Québec, j'étais très bien équipé pour le milieu du travail ici. Et je dirais même que vraiment, l'université Laval, en tout cas dans le programme de finance, ouais, te forme très très bien. Donc, donc en fait, au départ, bah, tu le sais pas trop, donc tu es un peu intimidé parce que bah, les gens, ils arrivent, ils parlent fort, ils parlent vite, tu vois, c'est le tempo de New York, mais une fois que tu commences à prendre le coche, bah, tu commences Ouais. à réaliser que bah, en fait, New York, non, voilà, faut juste pas être lésé, faut faire les efforts, mais c'est pas insurmontable. Puis, justement, toi qui viens donc de Houston, Texas, New York, donc plus sur la côte est américaine, est-ce que tu as vu qu'il y avait aussi une différence de mentalité entre ces deux parties des Ouais, États-Unis? oui, tout à fait, ouais. Alors, Houston, c'est un peu différent de l'image du Texas. Parce que bon, Houston, c'est quand même une ville démocratique, tu vois, dans un État quand même républicain. Donc, si tu veux, c'est quand même une ville où il y a enfin, les gens sont quand même assez jeunes. Je crois que la moyenne d'âge à Houston, c'est 33 ans. Tu vois, t'as quand même des jeunes professionnels, Ok. éduqués. Donc je dirais, c'est pas tout à fait le Texas. Euh, mais c'est vrai que culturellement, entre le Texas et l'Est, ouais, il y a une, bah, ça fait partie du même pays, mais si tu veux, ça n'a rien à voir culturellement. Ouais, encore une fois, je pense que l'historique joue énormément. Tu vois, enfin, l'histoire des États-Unis commence sur la côte Est, tu vois. Ah Tu vois, ouais, t'as des vieilles familles, et quand je parle de la côte Est, j'inclus aussi le Canada, hein. bien sûr. Tu sais, t'as des vieilles familles qui sont présentes, t'es vachement plus connecté avec l'Europe, donc t'as vachement plus d'influence dans la façon dont tu vis ta vie au jour le jour. Par exemple, tu vois, à New York, j'ai pas de voiture. Je fais vélo, métro, je marche. J'habite dans un quartier où bah, j'ai tout à proximité. Si je veux aller faire mes courses, tu vois, je peux y aller à pied, c'est 5 minutes. Euh, donc le mode de vie est très très européen. C'est juste que bah, le cadre lui-même, il est dans une ville où tu as des gratte-ciel et ça bouge à 1000 à l'heure, tu vois. Mais c'est moi, c'est ce qui m'a tiré. Donc différence énorme, culturellement aussi. Ici à New York, tout le monde est beau. Il faut se maintenir. Bah, en fait, tu as une pression indirecte. Enfin, je vais être honnête. Hein, Ah oui, oui, oui. je vais arriver à un certain âge. Moi, je ne suis pas non plus trop vieux, mais tu es obligé de te maintenir parce que bah, autour de toi, tout le monde se maintient. Même la personne qui a 70, 80 balais, elle marche, elle est active, elle mange, elle essaie de bien manger, tout ça. Donc ça joue plus aussi qu'à Houston. À Houston, non, Houston, c'est pas trop ça, quoi. Je crois qu'il y a quelques années, Mais tu c'était sais, justement, la ville la plus grosse des US. Je crois que c'est Houston, tu vois. Donc c'est ah, beaucoup de voitures. Si tu prends ta voiture pour aller faire du sport, tu vois ce que je veux dire, c'est la clim, c'est barbecue, c'est lourd. voilà. Donc c'est vrai que ouais, c'est un mode de vie culturel. Et puis ici, tu as accès à la nature côté est, nord-est. Tu vois, par exemple, à Québec, t'es pas très loin des parcs. Et New York, c'est pareil, hein, tu prends une voiture à 30 minutes, tu es dans la forêt.
C'est fou, hein. Pourtant, on se dit que la ville est tellement grosse que, Hein, mais tu ouais, sors. à 30 minutes, mais tu mets 1 heure et demie pour y aller. Voilà, ben c'est ça. Et ben alors c'est ça. Faut sortir de Manhattan par contre, c'est vrai. Tout à fait, ouais. Mais justement, on va en revenir sur ton petit passage en France quand t'as eu cette mission-là, justement. Est-ce que tu as senti un décalage entre quand tu étais parti puis quand tu es revenu? Ouais, 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 absolument. C'était pas la première fois que je rentrais, donc j'avais déjà senti ce décalage-là, avec les amis d'enfance Ok, surtout. Tu sais, quand tu vas les revoir, quand tu les retrouves, bien sûr, tu te rappelles des moments passés à l'époque, mais tu réalises surtout. Alors, la dernière fois que je les avais vus, c'était avant de repartir, d'arriver à Québec. Donc, j'avais quitté mon job et j'avais fait 2 mois en fait en Europe. ok. Et donc, je leur parlais de mon projet. Mon projet, c'était, écoutez les gars, voilà, j'ai lâché mon job et tout, et je reprends mes études. Voilà. La question, c'est pourquoi? Pourquoi tu fais ça, Alex? Je sais plus, 30 et quelques années, tu vas faire quoi ce délire? Je leur ai expliqué, écoutez, les gars, c'est parce que en Amérique, c'est comme ça que ça se passe. Quoi. En fait, tu t'éduques, comment tu dis, tu prends des skills, tu vois, Des et tu opportunités, prends des tu prends des opportunités, et compétences. tu prends des compétences, tout à fait. Et puis voilà, au niveau salarial, voilà ce que je vise, quoi. Et ça, je me rappellerai toujours, ça leur est passé, ils ont entendu ce que j'ai dit, mais ils ne pouvaient pas comprendre. C'était un chiffre démesuré pour eux. Ouais. Tu vois, on n'est pas sur les mêmes critères, en fait, de base. Alors, Ok. le choc professionnel, si tu veux, c'est l'exemple courant, c'est en France en général, et tu me diras peut-être le contraire, mais bon, on va prendre le petit-déj ensemble en équipe. Et puis, Ouais. on va manger le midi ensemble en équipe. Et puis, tu pars pas avant que le chef y parte. Tu vois? Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est écoute, si j'arrive avant toi, je t'attends pas pour prendre mon petit déj. J'arrive, si je dois prendre mon café, je prends mon café, je me mets à bosser quoi. Et puis à midi, j'ai peut-être des trucs à faire. Donc tu sais, je suis déjà avec toi là 4 heures, 5 heures ce matin. Là, l'heure là, c'est pour moi quoi. C'est mon temps à moi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis Ouais. à la fin de la journée, si j'ai rien à faire, je vais pas rester là à te parler quoi. J'ai d'autres trucs. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, culturellement, Mais clairement, mais ça a été un ajustement. Ouais. Ça a été un ajustement. Ça m'a mis, je pense, ça a mis un mois à le comprendre, quoi. Mais en France, moi, mon expérience en France, c'était pas le cas. C'est le matin, on s'attend, on va prendre un petit déj ensemble. À midi, l'attente, c'est qu'on mange ensemble. Et si on mange pas ensemble, tu nous le dis, quoi. Tu vois. Donc ça a été un choc pour moi culturellement. Et puis aussi certaines choses que j'ai vues dans le monde corporate. Euh, Aux US, ça aurait pas pu se passer, quoi. Il y a certaines choses, des blagues, des choses qui se disent. Aux US, ça aurait pas pu. Le truc qui se fait, tu te prends, tu te fais amener au tribunal. Enfin, c'était pas méchant, mais c'est des choses qui. Parce qu'en fait, il y a tellement de diversité aux US que c'est presque un terrain neutre. Enfin, en tout cas, ils essaient de créer un terrain neutre pour ne pas offenser ni l'une ni l'autre personne parce qu'on sait pas, tu vois. Tu sais pas, peut-être ouais. religieusement cette personne est de telle confession, tu connais pas le background de cette personne, tu vois, tu sais pas si cette personne a un handicap, ça se voit peut-être pas physiquement, des trucs comme ça. Tu vois. Donc dans la part, dans la culture américaine en tout cas, on essaie d'être très très neutre au bureau. On est potes, Ouais, alors que, mais sans plus forcément affinité quoi. À moins que ce soit bien défini. Euh, ouais, en France, tu mélanges plus. C'est ça aussi quand on voit les Français qui viennent ici, ils s'attendent à ce que tu ailles boire des verres après, à voilà. ci, à ça, alors que Bah non, pas du tout. Là, ici, tu viens travailler, tu passes ta journée, il y a le party de Noël où tu vas te mélanger, tu vas voir tout un à peu, fait, boire un peu ensemble. Mais c'est quand même plus rare. tout à fait. Ça arrive, mais c'est quand même plus rare. Tu sais, c'est assez codifié. Il y a des 5 à 7 où tu vas aller boire avec tes collègues, Voilà, mais c'est souvent organisé par l'entreprise. C'est rare que ce soit, plus tu es dans la construction, tu sais, ceux qui travaillent dans la restauration, mais tu sais, quand tu travailles d'un plus haut niveau, c'est assez rare quand même d'aller boire un verre tout à fait. Ouais. avec ton Tout collègue. à fait. Donc ça a été pour moi en fait le plus gros choc culturel lors de mon retour en France. Ça, c'est ce que je retiens de ces 8 mois de différence. Mais sinon, à part ça, non, à part ça, c'était génial. J'ai redécouvert la France. J'ai pu faire des choses que en tant qu'adulte que je faisais en tant qu'enfant. Donc avec une autre vision des choses. Et oui, c'est vrai que ça te permet aussi de réaliser des fois que bah oui, il y a des bons côtés aussi. Il y a des bons côtés en France euh, qui manque. Je vais être très honnête, hein, le fait de pouvoir apprécier sa journée, par exemple. Le fait de pouvoir Ouais. dire non, là, écoute, j'ai pris mes vacances,
tu m'appelles pas, quoi. Bah, c'est bête, mais il y a des Ouais. bons côtés comme ça Mais c'est aussi vrai. qu'il faudrait qu'on puisse assimiler. Et je pense qu'au Québec, vous le faites d'ailleurs un peu mieux qu'aux US. Ce côté où là, c'est mon temps, c'est mes vacances. Bah, pas forcément essayer de me rejoindre. Là, c'est bon, 5 heures, je me barre. Tiens. Ben, ça dépend ici au Québec si t'es payé à l'année ou si t'es payé à C'est l'heure. vrai. Quand t'es payé à l'année, t'es soi-disant disponible 24 sur 24. Quand t'es payé à l'heure, tu finis ton heure. Puis ça, c'est quand même assez codifié parce que si tu travailles plus, faut qu'ils te payent Plus, tout plus. à fait. Donc, tu dis l'heure, c'est l'heure, merci, au revoir. Mais non, ça dépend ici vraiment si t'es payé à l'année ou à l'heure. Je vois, je vois. Bon, on va clôturer le chapitre de ta vie. On va parler justement de la politique américaine, un peu de la société américaine, vu qu'on a la chance d'avoir un invité qui vit aux États-Unis, mais qui a plein de cultures différentes. On a vu que c'était une longue période difficile avec les élections américaines. C'était une période folle, il y a eu une campagne très agressive. Puis on a surtout vu que les États-Unis étaient quand même pas mal divisés en deux. C'est quand même deux sociétés qui sont ensemble, qui vivent ensemble, mais qui sont quand même très différentes. Comment toi tu l'as vécu depuis l'intérieur? Alors, je pense qu'à New York, on vit dans une bulle. Faut être très clair. Ok, On ne prend pas forcément conscience de ce qui se passe hors de, je dirais même de cette ville presque. Parce que c'est, si tu veux, New York, c'est un écosystème en lui-même. On a le monde ici, en fait, représenté. Donc, on n'arrive pas forcément. Et je pense, moi, je pense que je le fais un peu plus parce que bah, j'ai des attaches à Houston, si tu veux. Donc, j'ai toujours un peu plus d'informations. Je suis toujours un peu ouais, connecté par rapport à ça. Mais New York, voilà, la surprise qui est arrivée lors de ces élections, bah, pour New York, elle était énorme. Mais c'est tout simplement parce qu'on est déconnecté en fait du reste du pays. Enfin, je vais être honnête. Le lendemain des élections, j'ai marché tôt le matin dans la rue. C'était apocalyptique. Enfin, ça sentait. Tu vois. Ah ouais, ouais, à à ce ce point-là. point-là? Ah, à ce point-là. À ce point-là. Donc, si tu veux, honnêtement, est-ce que je suis surpris du résultat? Non. Euh, Parce que bah, clairement, le peuple a parlé. Enfin, il y a clairement un mal-être quelque part. Je pense qu'on l'a pas forcément trouvé, mais il y a un mal-être. Et je pense que le vote Trump, ça a été le vote du mal-être général. Euh, Ok, je suis pas forcément sûr que c'était un vote contre les démocrates, contrairement à d'habitude. Moi, je pense que c'était plutôt le vote du ok, mal-être et que bah, Kamala Harris, c'était la continuité du mal-être, entre guillemets. ok. Et puis, en plus de ça, bon, je ne vais pas rajouter le fait que c'est une femme. Je ne sais pas si forcément Ça peut y jouer. les États-Unis, en tant que pays, est prête à avoir une femme présidente et encore moins une minorité. Ça, c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir. Mais de point de vue, je pense que le vote de Trump, ça a été plus ça. Ça a été plus, encore une fois, le vote du mécontentement, bah, parce qu'il y a une division qui se crée de plus en plus entre déjà les villes et les milieux plus ruraux. Et puis clairement aussi, il y a une fraction entre les gens, entre guillemets, qui ont une éducation plus qu'eux et les gens qui ne l'ont pas forcément. Euh, et puis même géographiquement, il y a aussi une division entre l'Est et l'Ouest et le centre du pays. Ouais, Donc pour moi, c'est ce que ce vote symbolise plus qu'autre chose. Maintenant, il va y avoir des conséquences énormes, à mon avis. Bon, après, je suis pas politicien, mais je pense que le fait qu'il ait contrôle, enfin les républicains aient le contrôle du Sénat et the House of Representatives euh, vont lui donner énormément de leverage. Et je sais pas si le Congrès, qui devrait normalement faire contrepoids à la branche, va réussir à le faire. voilà, je sais pas si ça va se faire. Donc voilà, on s'attend un peu à tout et un peu à n'importe quoi, si tu veux. Moi, ce qui m'aide, c'est de me dire qu'il y a eu des moments pires dans le passé de ce pays, et Ouais, puis qu'on a réussi voilà, on a réussi à affronter ces moments-là. Je parle par rapport à la guerre civile qu'il y a eu, hein, c'était des moments quand ouais. même assez graves dans le pays, et puis on a réussi à surmonter ça, à se regrouper, à avancer, à avancer.
Euh, mais après, encore une fois, la beauté de ce pays, c'est qu'il y a toujours le côté fédéral et le côté de l'État. Je vis dans un État qui s'appelle l'État de New York, qui est quand même un État assez démocrate. Et quand tu regardes, par exemple, les protections sociales qu'on a ici, dans cet État de New York, euh, elles ressemblent énormément à ce que tu peux retrouver en Europe. Euh, alors que dans d'autres États, bah, tu n'as pas trop ça, quoi. Donc c'est vrai que pour certains États, ça va être un peu plus compliqué que pour l'État de New York, par exemple. Donc on va le ressentir, pas tout de suite, plus tard. Pour moi, c'est mon fils, à mon avis, qui va être un peu plus impacté, plus que moi, je ne vais pas te mentir. Mais voilà, on se résout à bah, ce qu'il en est aujourd'hui. Et comme toujours, je pense qu'on a assez de jugeote et d'intelligence pour jouer avec les nouvelles règles du jeu, en fait. Pour essayer de rouler notre boss avec ce qui va en être, avec les changements qui vont venir avec Trump, quoi. Tu parlais justement de guerre civile. Est-ce que tu as peur que justement il y ait comme une scission entre les deux sociétés aux États-Unis ou tu penses que ça va quand même résister? Non, non, je pense pas qu'il y en aura, parce que la réalité est que l'Américain est préoccupé par sa réalité du jour au lendemain, tu vois. Il se préoccupe pas de ce qui va se passer Ok, dans 2 3 ans. C'est ok. la plupart des gens aux États-Unis, bah, la preuve en est à ce qu'on apprend du passé. Quand Bush a fini son mandat, on disait plus ça, plus jamais ça. Non, c'est ce qu'il disait à l'époque. Ouais. Maintenant, on se retrouve avec quelqu'un qui s'appelle Trump, et non pas une fois, mais 2 fois. Donc, si tu veux, voilà, on a la mémoire courte. Voilà, après voilà, le peuple a parlé, donc je ne suis pas là à contredire cette réalité, mais je pense Ouais. pas que l'Américain, au jour d'aujourd'hui, vraiment se focalise sur comment il va pouvoir payer ses factures, comment il va pouvoir payer sa maison, comment il va pouvoir nourrir ses enfants. Je pense même pas qu'il se soucie à comment il va pouvoir éduquer ses enfants. Tu vois, je pense que cette pensée qui est 10, 15, 20 ans plus tard, je pense que c'est même pas dans ses priorités aujourd'hui. Ça, c'est mon avis. C'est ça qui est fou et puis qu'il y a une grosse différence avec tu sais, la France ou même ben, le Québec aussi encore. C'est tu sais, le fait que ici, là, l'éducation est quand même ultra Tout à importante. fait. Tu sais, la vision à long terme, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants est vraiment très Tout à fait. important. Puis toi, tu disais que justement, l'Américain voyait plus tu sais, à courte durée. Tout à fait. Je pense que c'est ça surtout qu'il y a une grande différence entre les deux. Tu sais, sans juger l'élection de Trump, chacun a ses points de vue Tout à là-dessus. fait. Puis toi, justement, d'un point de vue, tu sais, ton, ton, ta expertise est plus dans la finance. Tu sais, on a vu que les marchés boursiers américains ont bien réagi à l'élection de Trump. Toi, comment tu l'as senti au niveau professionnel, cette élection? Pour l'instant, de mon point de vue professionnellement, j'ai pas encore vu de changement. Je pense qu'on verra plutôt le Ok. changement dans quelques mois, à savoir si les prédictions, parce que si tu regardes les marchés financiers, en fait, ce qui se passe, c'est une représentation d'aujourd'hui des intentions futures qui sont déjà Ouais, calculées dans ouais. le prix qu'on voit dans les marchés. On verra si d'ici 6 à 7 à 8 mois, si effectivement les anticipations se matérialisent. Donc on verra potentiellement des corrections ou pas. Maintenant, si tu regardes ce que notre investisseur préféré du monde, Warren Buffett, est en train de faire, ça te laisse présager potentiellement des choses qui ne sont pas très très bonnes. Voilà, quand Mhm. quelqu'un comme Warren Buffett accumule un niveau de cash conséquent, c'est qu'il est prêt à faire des affaires quelque part, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on va conclure ce chapitre sur cette note positive. Puis, on va passer à la dernière partie qui est l'immigration. Justement, tu sais, qu'est-ce que t'ont apporté tes différents processus d'immigration? Une connaissance extrême du processus administratif. On rigole, mais c'est tellement vrai. Maintenant, Ouais. si tu veux, C'est- bah, là, si tu veux que ce soit n'importe où, c'est bon, tu t'es rodé, quoi. Tu sais un peu à quoi t'attendre. Je vais donner l'exemple de mon fils. Comme il est né aux US, pour que je puisse faire une demande de nationalité française, bah, faut envoyer une paperasserie énorme. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment, t'es là, mais attends, mais je suis le papa, je suis français, t'as besoin de quoi d'autre? Bah non, il faut les papiers de la maman,
Il faut que les papiers de la maman soient apostillés. Tu sais ce que ça veut dire, être apostillé? Ah, je suis en train de le faire pour le Eh ben mien. voilà, tu vois, Parce que, voilà, dis-toi qu'au Québec, les papiers de l'acte de naissance voilà, québécois n'est pas reconnu par la France. voilà. Il faut que tu mettes celui canadien. Voilà. Bah, voilà, donc tu comprends. Mais je connaissais pas du tout. Mais enfin, bref. Non. Bref, donc si tu veux, voilà, je commence à être rodé. Peut-être que je devrais ouvrir un job sur le côté pour aider, pour aider les gens au niveau administratif. Mais c'est vrai que alors ça m'a donné cette expertise qui m'aide d'ailleurs dans mon job au jour d'aujourd'hui. Je vais pas te mentir, hein. Ça, c'est un truc qui m'aide énormément. C'est-à-dire que une organisation de fou. Voilà, tu sais comment t'organiser. Non, mais c'est surtout moi ce qui m'a apporté énormément, c'est culturellement, c'est une richesse. C'est pas tangible, tu peux pas la quantifier ça. C'est juste de comprendre que bah il y a pas une seule façon de sourire, de comprendre qu'il y a plusieurs façons de rigoler, de pleurer, euh, que certaines émotions chez certaines personnes vont être vues différemment, certains mots vont être perçus différemment. Euh, donc si tu veux, ça te donne une espèce de tolérance que la plupart des gens n'ont pas. Parce que tu as été des deux côtés, en fait. Tu as été du côté de la Ouais. personne qui avait besoin et tu as été du côté de la personne qui a, tu vois. Euh, Ouais. moi, au jour d'aujourd'hui, si tu veux, bah, à New York, je le vois, bah, je sais pas si tu as entendu parler, mais tu sais, il y a des grosses vagues de migration, des bus qui ont été envoyés du Texas. Du Texas à New York. Donc on le voit. Moi, Ah quand non. je vais jouer, au foot, ben, je vois ces gens-là, des gens qui sont arrivés d'Afrique, ils sont arrivés en Amérique latine. D'Amérique latine, ils ont marché jusqu'au Mexique et du Mexique, ils ont pris je sais pas quoi, ils sont arrivés. Et je les vois. Il y en a trois, quatre là Non. avec qui je joue au foot. Ils peuvent, C'est fou ouais, ça. ouais, ils peuvent t'expliquer ce parcours. Donc, si tu veux, maintenant, je suis dans une position, bah, je peux aider ces gens-là, leur donner des conseils. Et même pas que des conseils, juste les aider à passer une journée normale. Ouais. Là, c'est bête, mais C'est souvent ça qui fait la différence, bah hein. ouais, De essayer de retrouver un peu de normalité dans ta vie quand tu es dans ces tout à situations-là. fait. Ouais. Puis tu parles du côté difficile. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi quand tu as immigré? Le plus dur pour moi, là tout de suite, je peux pas te dire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, même dans chaque situation difficile, je ne retiens que le bon côté des choses. En fait, c'est ça le truc, tu vois. C'est même une situation qui a été vraiment bad. En fait, quand tu vas me poser la question plus tard, je vais te dire, bah, en fait, voilà ce que j'ai retiré de cette situation. Donc, c'est positif. Euh, je pense que Est-ce qu'on peut dire que non, le climat non, au Canada en fait, fait? non, le climat, ça a été, franchement, le climat, il fait froid, mais c'est juste, c'est long, en fait. C'est le pire. Le pire, c'est pas qu'il fait froid, c'est que c'est long. T'en as marre de voir tes amis sur Instagram en train de poster tu vois, ils sont en train de prendre des verres sur des terrasses, alors que toi, t'es encore en train de porter des doudounes et t'en veux plus, quoi. Non, je pense que le plus dur, ça a été de voir ma maman, Ouais. passer des moments difficiles parce que, bah, je pense qu'elle s'en rendait pas forcément compte à l'époque, mais en fait, elle a pas fait ça pour elle. Elle a pas fait ça Non. pour qu'elle ait une vie meilleure. Elle a fait ça pour que on ait une vie meilleure. Et donc, il y a eu des moments très, très difficiles. Moi, ça m'a permis de grandir plus tôt. Donc, tu vois, c'est mon côté, tu vois, encore une fois, c'est le côté positif de la chose que je retiens. Mais je pense que ça a été plus difficile pour elle. Maintenant, je pense qu'elle est super contente parce que maintenant, elle vient à New York, elle est avec son fils, tu vois, mon fils, tu vois. Donc, et puis maintenant, son petit-fils, mais c'est vrai que je pense que c'est Ouais. là où ça a été plus difficile, tu sais, c'est surtout ces premières années où tu sais, à 16 ans, c'est facile de t'intégrer, mais tu vois, quand tu es un peu plus âgé, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, je pense que c'est Et justement, c'est quoi les conseils que toi tu donnerais à des personnes qui veulent immigrer? déjà devenir très humble. Voilà, c'est être humble. T'arrives, tu connais rien et ben, ne réagis pas comme si tu connaissais tout parce que tu ne connais rien. Donc pour moi, c'est rester humble, rester ouvert. Et puis il faut faire des efforts de plus. Voilà, faut pas se voiler la face. À niveau égal, il faudra que tu fasses plus d'efforts que le local. C'est normal. Parce que bah, tu parles, t'as un accent, parce que ton nom il est différent, parce que patati patata, tu connais pas, peu importe. Mais voilà, c'est ça, rester humble, rester ouvert et savoir qu'il va falloir faire un peu plus d'efforts que les autres. Ce serait mes conseils. C'est quoi la chose à ne surtout pas faire? La chose à ne pas faire,
La chose à ne pas faire, baisser les bras. Ah, c'est un bon conseil aussi. Finalement, ça peut être aussi un conseil de ne pas baisser les bras, justement. Ouais, faut pas baisser les bras, ça va être dur, mais ça c'est normal. En fait, c'est ça le truc, c'est les gens ne se rendent pas compte que ça va être dur. C'est normal, ça va être Ouais. dur. Ah, tu vas passer par des moments difficiles, mais il y a rien d'insurmontable. Il y a rien d'insurmontable. Pour finir, j'ai une question de d'Inès, justement, qui se demandait quand est-ce que tu allais aller vivre en Afrique? Alors, dans mes plans d'aujourd'hui, c'est normalement une fois que bah, mon petit gars il sera lui-même et que je serai à un âge où je pourrais financièrement, je serais bien. Je sais que moi, donc, je dirais la retraite, mais peut-être un peu avant. Mais ça, c'est là où j'aimerais bien pouvoir retourner en Afrique. Enfin, retourner. J'ai jamais vécu, à part quand j'avais 5 ans. Mais pouvoir faire un retour en Afrique pour pouvoir apporter en fait bah, ce que j'ai accumulé d'expérience pour, bah, si tu veux, parce que moi, en fait, c'est marrant parce que quand j'étais jeune en France, je me rappelais toujours de ces moments où tu avais les grands frères, où tu avais les parents qui venaient dans la classe et qui te parlaient de leurs expériences, tu vois. Ça te permettait de voyager un peu, de t'échapper de ce train-train de classe, toujours les classes, tu vois, c'est théorique. Donc j'aimerais bien pouvoir apporter la même chose à ces gamins et leur faire comprendre que le monde c'est tout petit, en fait, tu sais pas où tu vas finir demain et qu'il y a beaucoup d'opportunités, il faut les saisir, ça va pas toujours être facile, mais c'est faisable. La preuve en est, je suis là. Euh, mais ouais, ça serait plus percé par une fois que mon petit là, tu vois, il sera libre de pouvoir faire ses trucs de lui-même, qu'il aura pas forcément besoin de moi physiquement entre guillemets. C'est vrai que je pense que c'est là où je serais un peu plus tenté de, mais ce qui coïncide avec ce que je voulais faire plus tard, pas plus tôt. Avant qu'il naisse, c'était un peu la même chose, donc Ok. ça devrait pas trop changer quoi. J'ai encore quoi, peut-être 30 ans de taf, 20 ans de taf. Donc non, ça change pas trop quoi. Ça devrait être Bon, je te remercie pour d'avoir pris le temps de nous parler. de rien. Puis je te souhaite une excellente Ben, soirée. merci beaucoup. À vous aussi. Salut. Salut, Ciao, bye ciao, ciao. bye.